Aura-t-on droit à un UFC dans les jardins de la Maison-Blanche en 2026 pour les 250 ans de la Déclaration d'indépendance américaine? Quelle superstar pourrait être à l'affiche de cet événement, forcément pas comme les autres? Pour son 8e épisode, Jab Culture revient sur l'idée folle du moment et fait sa carte de l'UFC Maison-Blanche. Générique. Bon Aldric, on se retrouve pour un nouveau Jab Culture après cette idée folle dont on parlait déjà dans le Aldric NRB de lundi du président américain dont on ne citera pas le nom dans cet épisode pour des raisons algorithmiques, c'est rien contre lui. Donc cette idée folle d'un UFC à la Maison Blanche en 2026 pour les 250 ans, ce sera l'anniversaire de la déclaration d'indépendance des États-Unis. Déjà avant qu'on passe sur notre carte, puisqu'on s'est amusé à faire cette carte pour cet épisode, je voulais commencer par un peu plus large. Est-ce que tu y crois? Est-ce que tu penses qu'on va avoir vraiment droit à cet événement l'an prochain? Ouais, puis pas si folle l'idée. Alors, souvent on parle du MMA comme un peu la culture de l'instant, mais si on se replonge un peu sur 2013 et cette époque-là, il y avait déjà eu des UFC Fight for Troops, qui étaient des formats un peu spéciaux sur des bases américaines avec pas ou peu de public. Donc pour moi, c'est quelque chose qui existait déjà, même si c'était moins orienté Maison-Blanche, c'était orienté gouvernement. Militaire en armée, fait. ouais. Mais c'était des événements un petit peu spéciaux en termes de public, spéciaux en termes de place. Tu pouvais pas payer ta place, tu devais y être invité. Donc moi, je pense que ça va se refaire, ouais, pourquoi pas. Et c'est même une tradition un peu dans les sports. Enfin, le catch l'a fait, je sais que d'autres sports, le basket, le hockey. Le catch, ils sont allés encore plus loin parce qu'ils sont allés sur les bases en Irak, carrément. À supporter les troupes, en fait. Ouais. Et je sais que le basket universitaire, le hockey fait aussi des petits événements parfois, tu vois, qui sont en rapport avec l'armée. Donc c'est quelque chose qui est assez tradit aux États-Unis. Pour le coup, il y a la place. Quand on regarde bien la Maison-Blanche, il parlait de 20 à 25 000 personnes. 25 000 serait le clin d'œil aux 250 ans, je pense, de l'indépendance, de cette déclaration d'indépendance. Mais il y a la place pour le faire. Ouais, je pense que c'est jouable. On a vu que Dana White confirmait plus ou moins le truc. Enfin, en tout cas, disait qu'il était chaud sur l'idée. Je pense qu'on va le voir. Ouais, moi aussi, j'y crois. On va le voir et ça fait sens un peu pour cet anniversaire spécial, d'avoir un événement spécial. L'UFC, on sait les liens aussi qu'il y a avec le président américain aujourd'hui. On rappelle que Dana White avait ouvert la convention républicaine, c'était en 2016 pour sa première élection. Il a fait un speech pour sa victoire dans la réélection, c'était en novembre 2024. Il y a des liens très forts. Donc ouais, j'y crois assez. Et niveau date, Aldric, j'ai vérifié avant qu'on fasse l'émission, c'est marrant, mais ça peut tomber pile. Il y a un samedi 4 juillet. Ok. Donc les 250 ans, ce sera le 4 juillet. Alors je me disais, bon, le gouvernement et le président américain auront peut-être d'autres choses à faire ce jour-là que d'assister à l'UFC. Après, bon, pourquoi pas. Donc l'autre possibilité, c'est le samedi d'avant, le 27 juin. Et je vais pousser un peu plus le truc. Viens, on fait l'International Fight Week à Washington. On fait ça en pay-per-view le 27 juin, semaine avant l'anniversaire de l'indépendance. Et tu rapatries pour une seule année l'International Fight Week avec la convention et tout ça. Tu le fais à Washington au lieu de Las Vegas. Vu les noms qui sont pour l'instant évoqués sur cette carte, il y a très peu de recul pour l'instant. Il y a eu 2-3 tweets et il y a Bisping qui a fait une petite partie sur son podcast. Ça ne peut être qu'un pay-per-view, parce que les gens évoqués, ils font pas une fight night. Non, tu peux pas les rentabiliser en plus. C'est sûr en plus. Tu peux pas faire une fight. En vrai, si tu as un événement aussi important, il va y avoir beaucoup d'yeux tournés vers ça, même à mon avis des yeux qui sont en dehors du microcosme MMA habituel. T'es obligé de faire un gros truc. Et pas de spoil, on va y arriver très vite, mais je pense que nos deux cartes, c'est des cartes de pay-per-view, largement. Oui. Moi, la mienne, oui, en tout cas. Oui, il n'y a pas de problème là-dessus. T'es à peu près sûr que tu peux avoir Joe Rogan au micro, ça lui ira bien, je pense, ce genre de truc. Faut rappeler, on le rappelait aussi lundi quand même, le président américain, il a des liens très forts aussi, au-delà des liens que je viens de dire. En 2001, il accueille 2 UFC 30 et 31 au Taj Mahal à Atlantic City. C'est une époque où plus personne ne veut l'UFC. C'est quasiment interdit dans tous les États aux États-Unis. Enfin, c'est très très chaud pour eux. C'est de la survie à ce moment-là pour l'organisation. Donc c'est aussi une conséquence de tout ça en fait. Dana White l'avait toujours dit, c'est qu'il a jamais oublié ce qui avait été fait à ce moment-là par l'actuel président américain pour sauver un peu l'UFC. Mais il a toujours, il a participé à des trucs de catch aussi. Il a toujours eu ce lien avec les sports de combat américains. C'est quelque chose même bien avant qu'il soit en politique. Donc c'est un rendu, je pense. Et on rappelle parce que ça, peu de gens l'ont oublié parce qu'il vient beaucoup aux UFC dernièrement. Et moi, qui étais au 205 quand Conor bat Alvarez en novembre 2016, c'était quelques jours après sa première élection. Il avait été élu le mardi et l'événement était le samedi au Madison Square Garden. Et c'est sa première sortie. Sa première vraie sortie publique après son élection, c'est pour venir dans cet événement-là. Donc les liens sont ultra forts. Je pense que c'est vraiment un passionné. C'est pas du fake, c'est pas de l'intérêt. Je pense que vraiment c'est sa passion. Et dernière question sur le global, un peu comme ça, on a évoqué un peu le sujet lundi, mais est-ce que tu penses pour l'UFC, il y a quand même un truc de se couper d'une partie de la population? Parce qu'on sait que
Tu vois, la population américaine est très divisée sur cette notion-là, pour ou contre lui, en gros. Est-ce que tu penses qu'il se coupe un peu, tu vois, Non. en s'impliquant autant? Je pense pas, et je pense que ça permet juste de faire découvrir le sport à des gens qui ne l'auraient pas regardé initialement, tu vois. Je pense pas que parce il vient en tant qu'invité, en guest et tout, ça offusque l'autre partie. Enfin, je pense pas. Je pense que si tu es passionné de sport de combat, c'est un fait. Tu vas pas ne pas regarder juste pour ça. À mon avis, ça peut faire que du bien. Ouais, c'est là, je pense que ceux qui regarderaient pas de toute façon, C'est ça. c'est pas parce qu'il y a ça qu'ils vont en plus dire bon, on boycotte. C'est des gens qui regarderaient pas Non, de ça toute peut façon. que encourager des gens qui n'auraient pas regardé à Exactement. s'intéresser, tu vois. Et si t'es de l'autre camp, mais que t'es fan de sport de combat, vu qu'ils vont faire une belle carte s'il y a un événement comme ça, tu regarderas. Évidemment. Tu regarderas de toute Ouais, façon. je suis d'accord. Et petit point avant qu'on fasse notre carte, je te l'ai dit en off, il y a une société de paris américaine qui a mis les cotes de ceux qui pourraient être headliners de cet événement. Donc headliner, c'est tout en haut de la carte. On parle pas juste d'être sur la carte, c'est le main event de la carte. Et moi, j'ai été étonné. Leur favori, la cote la plus basse, c'est Dustin Poirier. Qui sortirait de sa retraite alors. Voilà, qui est censé prendre sa retraite dans même moins de 2 semaines à l'heure où on parle. Deuxième, Max Holloway. Ok. Troisième, Sean O'Malley. Quatrième, Justin Gaethje. Cinquième, Sean Brady, que moi, j'ai pas du tout sur ma carte, pour le coup. Non. Sixième, Sean Strickland. Seulement septième, John Jones. Et huitième, Conor McGregor. J'ai l'impression, d'ailleurs, dans ces cotes, en fait, c'est qu'ils croient pas tellement, les gens, au retour des 2 derniers qu'on vient de citer, en fait. Même dans un événement comme ça. Ouais, c'est Pierre Leloup un peu, nos amis Connor et John, donc c'est un peu compliqué, tu vois. Je combat pas. À la limite, Jones, on y croit un peu plus parce qu'il l'a fait une fois. Connor, c'est en train de s'éloigner de jour en jour. Surtout quand tu vois son état de forme, je le trouve vraiment. Le peu qu'il partage sur les réseaux, c'est pas folichon, mais moi, je suis parti du principe que Deal, il le faisait et je les ai mis sur ma carte. Écoute, sans spoil, je les ai aussi pour le coup. McGregor, ce sera pas en featherweight ni en lightweight, hein, vu son état physique Non. en ce moment. Même en quelques mois, ça paraît compliqué. En un an quasiment, puisqu'on serait quasiment à un an, jour pour jour, si ça se fait dans ces dates-là. On entame la carte, Aldric. On Je se marre suis. un peu. Ouais. Main event. Quel est ton main event de cette UFC White House Maison Blanche? Alors, moi, j'ai essayé de réfléchir, je te préviens avant, sur une temporalité aussi. Comme tu l'as très bien dit avant, on est là à un stade du MMA où il va encore se passer peut-être 2 ou 3 combats pour nos protagonistes. Donc, j'ai essayé de me faire plaisir. Et puis surtout, j'avais pas envie de faire comme tout le monde. C'est-à-dire que le peu que j'ai entendu, c'était Jones, Aspinall. Mais moi, j'avais pas envie de répéter comme tout le monde. J'aime bien ce côté-là. Puis ça permet de faire des clins d'œil au Frenchie. Moi, je vais partir du principe que Cyril, il bat Aspinall. Et c'est Cyril contre John, numéro 2. Ah, j'aime beaucoup. Donc, en plus, avec tu sais que la France a été impliquée aussi, enfin, tu vois, à cette époque-là, historiquement. Moi, je t'ai mis Thomas Spinal. Voilà, donc déjà, on a déjà une différence sur nos cartes, parce qu'en fait, pour moi, c'est trop écrit. Alors, j'espère que d'ici là, Cyril aura pris la ceinture et aura battu Thomas Spinal. Je suis quasiment sûr qu'ils se seront affrontés dans Oui, un an. c'est d'ici dans un an. hein. Ouais. C'est dans un an. Donc, moi, je suis parti de l'esprit, bon, ok, Thomas Spinal l'a gardé parce que mon main event, il est trop beau pour une raison, Aldric. Ils ont pris leur indépendance de la Grande-Bretagne. T'as Thomas Spinal qui arrive en champion et John Non, Jones mais historiquement, je suis d'accord. qui sort de sa retraite, le Superman américain, pour venir reprendre la ceinture. Qu'est-ce que tu veux faire de mieux? C'est impossible à battre Non, ça. mais je suis d'accord. Sur le papier, c'est au niveau de l'histoire et tout, c'est exactement ça qu'il faut faire. Mais tu me connais, moi, je peux pas faire comme tout le monde, donc c'est Cyril. Et tu penses qu'il tu vois, pour ouvrir un peu là-dessus, puisqu'on a tous les deux Jones, pour le coup, il le fait, il sort de sa retraite. On rappelle, hein, il a fait, dès qu'il y a eu l'annonce, il a fait un premier tweet, il mettait « Combattre à la Maison Blanche », point d'interrogation, avec 2 emojis, les 2 yeux qui regardent, genre « Je suis intéressé ». Et c'est juste après qu'il dit « Je re-rentre dans le pool de tests antidopage », donc ce qui lui permettrait de recombattre à l'UFC. Donc tu sens qu'il est intéressé par ce truc-là. Mais il faudra un jour, si ça se confirme, il faudra inviter avec plaisir Franck Gastambide, qui l'a connu, puisqu'il l'a fait tourner et tout. Et en fait, ce mec-là est un artiste, mais il est surtout complètement fou. Il joue pas au fou. Tu vois, souvent on dit ouais, c'est un rôle. Non. Et mieux qu'une personne qui a dealé avec lui au niveau business pourra en parler, tu vois. Mais je pense que par contre, une fois qu'il a donné sa parole, il fait. Ou en tout cas, son entourage fait qu'il fait. Tu vois, si tu comprends la nuance. Mais pour couper sur ce que tu disais, tu sais, c'est dans notre format avec Octogone, je sais plus si c'est Samira ou Omar qui disait le vrai John Jones, c'est celui dans la cage. Le fou, c'est le vrai lui. L'image publique, c'est pas lui. C'est lui le vrai. Donc je pense que s'il s'engage, vu quand même que c'est un engagement au niveau pays, politique, presque là, un truc comme ça, il plantera pas. Donc on verra ce qui se passe dans les mois et semaines à venir. Mais non, je pense que s'il dit qu'il le fait, il le fera. En tout cas, tu vois, on n'imagine pas un monde où si John Jones revient pour cet événement-là, tous les deux sans se concerter, c'est lui le main event. Évidemment. C'est trop le héros américain. En plus, il manque de champions américains en ce moment. Ils vont trop le jouer comme ça. Puis je suis curieux de... Ça fait combien d'années qu'il n'a pas été sur une carte, qu'il a été co-main ou en main card?
Je veux dire, je pense que ça va faire 15 ans. Oui, mais Non, bon, non, il peut pas. mon co-main event non plus. Et donc le tien sans doute aussi, il a pas été depuis longtemps pas main event. Hein. Ouais, mais non, mais lui, on peut pas. Il mérite trop, lui. Ouais. Puis l'histoire est trop belle, en vrai. Et Cyril, ça me va aussi, parce que même historiquement, t'as des trucs sur la Ouais, la France. France, elle a fait partie de cette histoire Donc aussi. tu vois, Et je te historiquement, dis, t'as moi, un j'aime truc pas avant. faire comme tout le monde. Mais le truc de on refait l'indépendance, et tu vois, l'américain qui vient reprendre la ceinture à l'anglais, mais c'est. Ouais, non, ça, c'est dingue. Franchement, en vrai, tu t'es même en train de te demander. Moi, quand j'ai préparé l'émission Aldric, je me suis dit, mais attends, ils ont pas tout préparé à l'avance, là. C'est fou. Tu vois, l'autre, il prend sa retraite, ce qui fait que Tom reprend la ceinture. Comme ça, t'as le storytelling parfait s'il revient pour un événement comme ça. Non, mais c'est vrai que c'est fou. En storytelling, il y a un scénariste derrière, tu vois. On parlait de scénario tout à l'heure. Ils font une grosse propagande en ce moment sur Tom qui vient de signer avec Champion USA, qui sort sa collègue et tout. Donc, je pense c'est quand même une marque historique américaine, Champion, tu vois. Donc, je pense qu'il est en train de gagner beaucoup en popularité. C'est en train de devenir une star. Il lui manque un combat un peu avec ce statut. Il a fait des super combats déjà, tu vois, mais un combat avec ce statut de superstar et Tom Spinal va exploser. L'octogone, il est posé au milieu du jardin de la Maison Blanche. Il y a un drapeau des deux pays de chaque côté. Ils arrivent avec le short aux couleurs Grande-Bretagne, aux couleurs États-Unis. Non, mais je suis d'accord. Le parfait. contexte est dingue. C'est absolument parfait. On passe au co-main event. Ouais. Donc, je vous l'ai dit, quelqu'un qui n'était pas habitué à faire le main event, Conor McGregor, Michael Chandler. Mais en welterweight. Je précise tout de suite en welter Alex, parce qu'il pourrait plus faire lightweight. J'ai envie de te dire un truc. Je vais être un peu direct et pas méchant, mais blessant. À part Chandler, il peut battre qui à l'UFC? Mais on est complètement d'accord. Tu vois, tu peux réfléchir dans tous les sens, en fait. Il est tellement hors de forme et bientôt, il va falloir le mettre en désintox avant de le mettre en prépa, en camp d'entraînement. Je vois pas, à part Chandler qui est aussi très limité et plutôt sur la fin, je vois pas qui peut battre, en fait. Je suis complètement d'accord. C'est le mec qui peut battre. Ça fait sens de l'histoire, on rappelle. Hein, ils étaient coachs pour le Ultimate Fighter. Ils auraient dû s'affronter en 2024 à l'International Fight Week. Conor a été blessé. Ça s'est jamais refait. Chandler, pour le coup, on l'a fait attendre longtemps pour une chimère qui n'est jamais arrivée. Dès qu'il y a eu l'annonce du président américain, Conor a tweeté « Count me in, je serai honoré, donc vous pouvez compter sur moi ». Il a mis t'as vu, un photomontage de lui et de Chandler dans le jardin de la Maison-Blanche. Ça fait hyper sens. Chandler l'a partagé. Une nouvelle fois, l'Américain, l'Irlandais. On rappelle que l'Irlande, à l'époque, est dans la Grande-Bretagne. Hein. Ils n'ont pas encore leur indépendance au moment en 1775. Pareil, même historiquement, en vrai, ça fait sens. Ouais. Il y a un vrai truc. Non, mais historiquement, ça fait sens. Et d'un point de vue matchmaking, tu peux pas le mettre contre quelqu'un d'autre. Donc, si il revient, c'est forcément contre Chandler. C'est marrant parce qu'en plus, il a eu une relation amour-haine avec le président américain. Parce que quand le président avait dit que son combattant préféré était Khabib, il l'avait rencontré après le Poirier Makhachev de l'UFC 302. Conor l'avait hyper mal pris. Et puis depuis, il est revenu. On l'a vu à la Maison Blanche, on l'a vu dans le bureau ovale. On sait ses ambitions politiques. Il y a beaucoup de choses qui font que ça pourrait l'intéresser. Même question pour Jones, parce que c'est les deux seuls sur la carte pour qui on aurait ces questions-là. Il vient, Conor? Si cet événement se met en place, il vient. Je pense que là, tu as un niveau d'engagement trop important pour planter. Je pense que même blessé, ils viennent les deux. C'est le seul événement pour lequel il sort de. Si on revoit un jour Conor combattre, j'ai dit dernièrement que pour moi, on le reverrait plus. Mais j'avais pas cette info-là. C'est le seul endroit où on le reverra combattre. En tout cas, en MMA. Je suis d'accord. Peut-être du bare knuckle, des choses comme ça j'en sais rien, ce qu'il fera de sa vie. Mais en MMA à l'UFC, c'est là. En bare knuckle, il peut pas. Il faut bien comprendre en fait que les contrats UFC, ils sont verrouillés. C'est-à-dire que la retraite si tu es engagé, tu vois, là on vient d'apprendre une petite news. Comment elle s'appelle, l'anglaise qui était avec Paddy tout le temps, McCann. Molly McCann. Elle vient de signer avec Top Rank. Mais il était fini son contrat. Si elle avait pris sa retraite avec 1 ou 2 combats, si l'UFC ne veut pas que tu partes, ce qui est le cas de Georges Saint-Pierre. Tu vois, Georges Saint-Pierre, il est retraité depuis combien d'années maintenant? Il peut pas combattre ailleurs. Oui. C'est 2017. Ad vitam aeternam, comme on dit en droit français. Ça ne s'arrête pas avec le temps. C'est-à-dire que si... C'est la sunset clause, je crois qu'il l'appelle, ou un truc comme ça. Ouais. Et en fait, si tu dois 2 combats à l'UFC, tu prends ta retraite dans 20 ans. Quand tu es un vieux pépé, tu dois toujours tes 2 combats à l'UFC et tu peux pas faire autrement. C'était un des trucs que voulait faire changer l'action collective contre l'UFC l'année dernière, et que la nouvelle action de Phil Davis, c'est un des trucs qui veulent faire changer. Ces clauses qui te lient ad vitam aeternam à l'UFC. Donc Conor, tant qu'il fait pas son dernier, tu le verras jamais au bare knuckle, même s'il est actionnaire. Tu sais qu'il y a même des clauses d'exploitation de ton image encore, même si tu as pris ta retraite. Bien sûr, c'est pareil, c'est à vie. Ouais. C'est à vie. Parce que tu imagines, eux, ils vendent les droits d'un événement. S'il n'y a plus le droit à l'image de l'athlète, c'est catastrophique, tu vois. Donc, non, ils sont à vie, tes droits. À partir du moment où tu as signé ce combat-là, ton droit à l'image, il est à vie.
Et je pense que Conor, dans un événement comme ça, il peut jouer, on connaît sa faculté à jouer le méchant, il peut être le méchant du film un peu. Parce qu'il est contre l'Américain à la Maison-Blanche, mais il peut jouer... L'Américain qui est gentil en plus, Chandler, Bien c'est sûr. vraiment il fait un peu de trash talk et je pense vraiment que sa reconversion, elle se fera au catch. J'en ai aucun doute, mais c'est un gentil, ça se voit, tu vois. Mais Moi, j'ai les reportages sur lui avec ses enfants adoptés et tout. Il est absolument. C'est un mec fabuleux. ouais, Chandler. je suis d'accord. Et Conor peut jouer, tu vois, ce rôle de même dans les confs d'avant, de jouer un peu... je vais venir battre votre Américain sur le sol de la présidence, bien, tu en vois. plus. Ouais, ça lui irait quand même pas mal. T'avais qui en commune? Pareil que toi. C'est le Comain, même. Connor, Chandler. T'es obligé. C'est-à-dire, ce mec-là a un niveau de starification, tu peux pas le mettre en main card. Et du coup, moi, je te vends ma carte avant de t'en parler. Je me suis arrangé pour qu'il n'y ait pas de combat pour la ceinture. Parce que si tu mets Jones, on sait que c'est pas possible d'un point de vue déontologique en général. Ça ne s'est jamais fait en tout cas à l'UFC. Si ce combat pour la ceinture, il prime. Donc Jones, ça peut être une ceinture dans mon scénario et dans le tien aussi. Connor, ça peut pas. Donc forcément, si tu mets Connor en co-main, il n'y a pas de ceinture derrière. Parce que le président a bien parlé de title fight. Donc il a bien Il y en a indiqué voilà, qu'il y aurait un title Moi, fight. j'ai respecté le deal. John Jones, Cyril, c'est un title fight. Et s'il n'y a pas de Jones, s'il y a un title fight autre, moi j'en ai un autre sur ma carte, donc je te dirai un autre, mais si tu vois, c'est pas Jones contre Aspinall ou Jones contre Gann, tu mets Conor main event? Ouais. Même s'il y a une ceinture en dessous de non, moindre non, importance. Je mets pas de ceinture. Alors, Ok. si je mets Connor, je pense que ces mecs-là, il y a que Jones qui peut. C'est Connor qui a le lead du pay-per-view et tu me dis pas. Il a le lead 3 fois, si je dis pas de Oui, sottises, ou 4 fois, peu et importe. 5 des 6 premiers ou quelque chose Et comme derrière, c'est Jones. Voilà, la hiérarchie, elle est faite. ça. Donc de toute façon, il est tellement important, j'avoue, Conor, mais c'est le seul qui peut passer au-dessus d'un titre, potentiellement, pour être main event. Donc, parce du coup, que moi, j'ai pas mis de ceinture. son nom est trop gros. Ben, j'en ai mis une, moi, dès le 3e combat. Ok. On passe au notre 3e Vas-y. combat de la main card. Je l'ai mis en coco main event. C'est Kayla Harrison, c'est la seule championne américaine aujourd'hui dans le roster, que ce soit masculin ou féminin à l'UFC, donc pour son titre bantamweight. J'ai 2 scénars. Je te la mets, moi, mon préféré, c'est Amanda Nunes. Ok. Alors, il y a un an d'ici là, et on sait que c'est prévu ce combat-là. Donc, pour parvenir à ça, je laisse un an à Nunes pour revenir, se refaire un peu à l'entraînement et se préparer bien. Et avant, je lui donne Norma Dumont, Ok. en espérant que Dumont ait battu Raquel Pennington. Le combat a été annoncé pour septembre. Comme ça, défense de Kayla Harrison en décembre, janvier, quelque chose comme ça. Et puis rendez-vous en juillet pour défendre son titre contre Amanda Nunes. Je te réponds quand même sur Nunes, je te donne mon avis, même si c'est pas du tout mon coco main. Moi, je pense que Nunes Harrison, ça vaut un pay-per-view. Ce sont les rares filles qui peuvent lead un pay-per-view toute seule. Et je pense que ça fait plus de 500 000 assez facilement, parce que on connaît l'amour des Américains pour les gens qui ont des titres olympiques, des choses comme ça. Nunes, c'est la GOAT. Donc je pense que ce combat-là, rarement chez les filles en général, on sait qu'une ceinture féminine, ça se fait en co-main. C'était le cas pour Manon, c'est souvent le cas pour Tchechenko. Et non, moi je pense que ce combat-là, il se suffit à lui-même et il fera le lead d'un UFC tout seul. Je te donne mon troisième. Attends, mais j'ai mon autre scénario alors. Ah, vas-y. Je t'enlève Nunes. On va dire que Nunes a été fait avant, Ouais. en lead d'un pay-per-view. Et Et elle a battu Harrison. non, Harrison l'a battu. Ok. Ce que je crois pas en soi, je pense que quand on fera le preview de ce combat-là, j'ai toujours plutôt tendance à pencher Nunes, mais avec son absence pendant quelques temps, pas sûr non plus. Puis Kayla Harrison, c'est quand même une belle championne. Eh ben, je compte sur Dana et le président américain pour convaincre Ronda Rousey. L'autre championne venue du judo, Harrison Rousey. Les 2 petites princesses américaines du Elle aurait judo été et du toujours sous MMA. contrat avec le catch. Je t'aurais dit possible, puisque finalement, c'est le même employeur. Je sais qu'elle ne veut pas revenir. Ouais, vu Donc qu'elle a pris du recul là-dessus, je pense pas, moi. je pousse le truc. Ouais. Je compte sur Non, mais c'est bien. ils l'appellent et ils lui disent c'est once Tu in vois a ce que je veux dire? lifetime. S'il y avait un rapport de subrogation, qu'elle était toujours partie du groupe, qu'elle était toujours au catch, je t'aurais dit ouais, possible. Au final, c'est qu'une histoire de papier en tête, tu vois. Mais là, vu comme elle a pris du recul, même par rapport au catch. Mais elle a quand même ses liens. Tu vois, elle a été dans les 2 entités. Ouais, c'est Donc vrai. les mecs peuvent l'appeler. Enfin, ils ont le numéro direct. Ils peuvent appeler Ronda. Je sais pas. Je me dis peut-être que tu peux la convaincre. C'est pas du tout compétitif. Je pense que Kayla lui roule dessus en 2026. J'ai pas de souci. Mais pour l'affiche, les 2 petites, tu vois, les 2 reines américaines de l'UFC pour le titre bantam qui était le titre historique de Ronda. Ouais, ça a du sens. 2 judokates. Je préfère mon combat, mais ça a du sens. Donc vas-y. Je te donne la parole pour celui-là. Alors moi, j'ai mis Kamaru, mais j'avais pas envie, dans ma réflexion, de l'enlever du run Walter. C'est-à-dire que si tu le mets là et que tu mets Conor avant, c'est qu'il fait pas une ceinture Kamaru et qu'il est pas champion, tu vois, ou qu'il va pas faire la ceinture plus tard. Donc j'avais pas envie de l'enlever. Du coup, je le refais monter à 84 et il prend Strickland. Ok. Et j'aime bien le match-up parce que les deux ont déjà fait les allers-retours. On sait que Strickland a commencé sa carrière à l'UFC en Walter, qu'il a d'ailleurs pas des résultats fous, et que Kamaru est monté dernièrement contre Khamzat. Ça a du sens.
deux Américains qui ont eu quelques liens avec le président. Oui. Donc, ça avait du sens pour moi qu'ils s'affrontent. Tu sais que Strickland, lors de l'élection en novembre, il avait tweeté, il a dit pour une fois que j'ai l'occasion de regarder CNN, avec un grand sourire. Donc voilà, pour moi, ils Strickland. s'affrontent. Kamaru Ok. Usman, Sean Strickland. Ça, c'est en ton Coco Main, quoi. Ouais. Ok. J'aime bien quand même le match-up. Puis Kamaru aussi avait montré que pour le coup, il était pas contre, enfin, qu'il y avait aussi ses liens. C'est un beau match-up. Ouais, C'est mais un beau match-up. attends, déjà on met les deux dinosaures en main et en co-main, on ne sait pas ce qui va se passer. Derrière, il faut essayer de faire une carte qui a du sens quand même. Oui. Et donc moi, voilà, là c'est le petit plaisir parce que j'aime bien le match-up. Je me dis en anglaise, Kamaru, il a les armes pour l'embêter, il peut le lutter si c'est gênant au niveau de son jab et tout. Donc j'ai envie de voir le match-up. En vrai, moi, je l'ai sur ma carte un peu plus bas, au combat d'après. Strickland, il est incontournable pour un événement comme ça. Bien sûr. C'est incontournable, vraiment. Il représente quand même une partie de, même pour le coup, de l'électorat du président américain, vraiment. Et je pense que tu t'es obligé de l'avoir. C'est The Américain aussi. C'est un de ceux, en tout cas, parce que j'en ai d'autres aussi. Dans mon livre, il s'est fait froisser par Nassour déjà avant. Oui, ok. On voit l'idée. Bah, tu vas voir, je vais Nassour. Le combat où j'implique Strickland, il y a aussi une application de Nassour dans les mois qui vont précéder ça. Je vais enchaîner direct, comme ça après t'enchaîneras sur ton quatrième combat. Donc on redescend, c'est mon quatrième combat en partant du haut de la main card. Et en effet, je compte que Nassour d'ici là ait pris la ceinture. Il aura battu soit Duplessis, soit Chimaev, selon ce qui va se passer à Chicago, et on va en reparler très vite de ce combat. Donc je mets Khamzat Chimaev contre Sean Strickland. Ok. Khamzat Chimaev qui avait montré aussi, il n'y a pas un lien direct, mais qui avait je vois ce que tu veux dire. Mais des messages d'appréciation au moment de l'élection du président américain, notamment, il avait mis un photomontage avec NU, avec sa tête sur un combattant, et il avait bien dit, parce que s'il est élu, j'ai enfin une chance de revenir combattre aux États-Unis. C'est juste. A priori, en tout cas au moment où on enregistre, ça va être le cas, puisqu'il va combattre à Chicago en août. Il est là-bas déjà. Voilà, donc on est d'accord. Khamzat, il est avec un préparateur physique très connu en Russie, déjà là-bas, et il est en train de finir son camp. Il est sur le sol américain. Donc ce problème a été réglé. Manifestement. À moins qu'il soit rentré par le Mexique, mais j'y crois pas trop. Il n'était pas réglé avant le retour à la présidence. C'est vrai. Donc ça veut bien dire qu'il y a eu quelque chose qui a été fait, je ne sais pas à quel niveau, mais il y a eu une application pour lui permettre ça. On rappelle que c'était les liens avec Ramzan Kadyrov qui l'empêchaient pour Khamzat Chimaev. Donc ça veut dire qu'il peut venir. Ouais. Chimaev Strickland. Alors c'est explosif. Hein. Là, je peux te dire que les confs de presse d'avant, c'est du grand spectacle. C'est n'importe quoi. Mais ça fait, dans une carte comme ça, dans une carte qui est what the fuck, hein, on va pas se mentir, ça fait hyper sens. Ouais, non, mais moi, j'ai envie de voir Khamzat contre Dricus, on va le voir. J'ai envie de le voir contre Nassour. Franchement, c'est des combats de fans de MMA hein, dont je te parle. Je pense que contre Strickland, le résultat, il est déjà fait, en fait. Il va l'out-wrestling, tu vois. Et je pense qu'il n'y a pas de combat, en fait. Tu vois. Toi, t'as envie de le voir souffrir, en fait, Strickland. Un peu, ouais. Un peu, j'aime bien l'idée. Et mon autre alternative pour Strickland, que j'avais en tête, c'était Nassour a pris la ceinture, et on fait la revanche là-bas. À la maison. Ah, tu mets Nassour là-bas. Pour la ceinture, dans ce cas. Donc, je te le remonterai un peu sur la carte. Puis j'ai dit non. Parce qu'en fait, vu comment Strickland a parlé de Nassour quand ils avaient eu leur combat, on sait les mots qu'il a dit, on les répétera pas ici parce que c'est scandaleux. Enfin, tu vois, c'était vraiment horrible ce qu'il disait. C'est trop malsain, en fait. Quand tu connais Strickland, tu vois, une fois que j'y réfléchis, je me dis c'est beaucoup trop malsain. Parce que tu peux avoir du trash talk pour cet événement, mais tu es obligé quand même d'être un peu corporate. Là, ça y est. Enfin, tu vois, vu ce qu'il a dit, ça irait beaucoup trop loin. Il y a, pour un événement comme ça qui est très brandé, USA, tu vois, avec le drapeau, la fierté. Non, ça irait beaucoup trop loin et j'ai pas envie de voir ça, ni pour Nassour, ni pour nous, en fait, en tant que public. Au moins, Chimaev, tu peux avoir un peu ce truc-là, mais ils vont être tellement dans le trash talk, on se rentre dedans que il y a moins ce côté malsain, je pense, en tout cas. Donc moi, je t'ai mis Chimaev Strickland. T'as quoi en quatrième combat? Je vais revenir sur Chimaev juste après que tu me donnes ton quatrième combat. Colby Masvidal 2. Ah là là, je l'ai aussi plus bas. Je l'ai aussi plus bas sur la carte. Ouais. Colby Masvidal 2, Donc vas-y, avant qu'on ouvre ce sujet, parce que je l'ai juste en dessous, donc c'est parfait. Je fais un petit rebond sur Khamzat Chimaev, puisque vous savez qu'on est désormais sponsorisé par Winamax, qui nous accompagne dans nos vidéos, dans Aldric Enerby comme dans Jab Culture. On rappelle que Winamax vous rembourse votre premier pari en cash si celui-ci est perdant dans la limite de 100 € et vous offre un bonus de 10 € supplémentaires en cash avec le code promo JAB10. Les rappels aussi habituels, le jeu d'argent est interdit aux moins de 18 ans. Déconnez pas les jeunes, si vous les écoutez, ne jouez pas. Et pour les autres, jouez de façon responsable. On ne dépense pas l'argent qu'on n'a pas, on ne se met pas en danger financièrement en jouant, on se fait juste un petit kiff en rajoutant
un peu de suspense et de choses en pariant sur un combat, mais on se met surtout pas en danger. C'est l'important pour pouvoir apprécier ça. Et donc, je voulais ouvrir sur Khamzat Chimaev contre Dricus du Plessis. On vient d'en parler. Les cotes sont déjà présentes sur Winamax. Khamzat Chimaev est à 1,50. On rappelle, ce sera le 17 août, UFC 319, donc à Chicago, on l'a dit. Et Dricus du Plessis, le champion en titre, à 2,20. Pourquoi je voulais qu'on commence à en parler? Bien sûr qu'on fera la preview dans le Aldric Enerby bien profonde quand on sera en août. Je trouve ça irrespectueux un peu pour du Plessis. Je vois pourquoi Chimaev est favori, vu le combattant que c'est. Même la plupart des analystes se disent s'il survit au round 1, c'est compliqué. Tu t'imagines déjà où on en est? C'est-à-dire que les mecs te disent s'il survit au round 1. Parce qu'il a une aura aujourd'hui. Et Mike Tyson-est. Ouais. Tu vois, vraiment aujourd'hui. La bête mythique. Ouais, c'est ça. Et les gens ont oublié que. Alors, Kamaru, je dis pas qu'il est inférieur à Dricus, mais Kamaru, il a survécu à ce fameux round 1, tu vois. Burns, il a survécu. Bah oui. Mais aujourd'hui, il y a ça. Et pourtant, tu entends des analystes pointus dans ce sport, mais qui sont orientés vers ça. Ouais, s'il survit au round 1, ça peut être compliqué. Moi, je pense que ça va être. J'aime bien Khamzat, comme je l'ai dit. Le peu de contact moi que j'ai eu avec lui via Majdi Chamas, qui est un ami, il a toujours été très respectueux vis-à-vis de Manon. Et c'est un mec très cool quand tu le vois vite fait. Parce qu'après, tu ne peux le voir que vite fait. Il est vraiment fou. Ça part dans tous les sens. Mais moi, je pense que ça va être un combat beaucoup plus dur qu'il n'y paraît. Parce que Duplessis, il a une tête en fer. Il va pas tomber comme ça. Et surtout, tu sais, aujourd'hui, il y a cette lutte un peu des pays du Caucase. En fait, le contre, c'est de faire du sol. C'est-à-dire que si tu veux scramble et essayer de te relever avec eux, ils prennent le dos assez facilement parce qu'ils ont évolué par rapport à leur sambo d'origine, qui était un sambo plus de position, tu vois. Et là, aujourd'hui, si tu vas pour créer une frame et de l'espace et te relever, ils te prennent le dos. Ce que fait très bien Dricus, on l'a vu contre Whittaker et compagnie. Ce que fait très bien Khamzat, pardon, on l'a vu contre Whittaker. Mais Dricus va pas faire ça. Si tu le fais tomber, il va travailler d'en dessous. Donc, il va se passer ce qui va se passer contre Burns. Et là, je vais te choquer, avant de te refaire la passe. On sait que Gilbert Burns, Durigno, est à un très gros niveau de sol. Il a été titré sur des grosses compètes de sol, tu vois. Et si je te dis que moi, je pense que Dricus, il a un sol largement équivalent à celui de Burns. Ok. Je sais que j'ai le Quintet. J'ai vu les images au quintet, les choses comme ça. Je sais qu'on sous-estime beaucoup ce sol-là. Ouais. Moi, je veux en voir la preuve de ce que tu me dis. Tu vois, je veux le voir de mes yeux, mais je peux entendre. Donc moi, mon ça me paraît avis pas délirant. du scénario, Dricus va tomber. Ça, j'ai aucun doute là-dessus. Et pas sous les coups sur un takedown, sauf qu'il va travailler par terre. Donc après, j'ai deux incertitudes. La première, je sais que malgré le fait qu'il ait quitté le All-Star, Khamzat continue à travailler avec Alan Nascimento, dit Chocolat, qui est un grand technicien de ce sport. Quid de son niveau, qui a dû progresser énormément en grappling, et on l'a vu, il y a pas mal de vidéos où on le voit grappler, c'est fort. Mais je te dis, Dricus, c'est fort. Donc moi, je pense qu'il va survivre à ce round-là, parce que c'est un peu ce jeu-là. Tu vois, je pense qu'aujourd'hui, pour contrer un niveau de lutte d'excellence tel que Khabib avait, Islam a et Khamzat a, il faut faire du sol, il faut faire du jiu-jitsu, et Dricus en a la compétence. Ouais, je vais aller plus loin là-dessus parce que je te suis. Mais déjà, on est vraiment dans le truc qu'on a vu dernièrement à chaque fois que Dricus, ces derniers combats, il arrive. Beaucoup d'analystes sont là. Bon, là, ça, c'est le combattant qui va le battre. C'est bon, parce que techniquement, il est trop faible et lui va être sa kryptonite. Et puis à chaque fois, il passe. Mais c'est lui, lui, c'est la kryptonite de tout le monde. Parce exactement. Il a un jeu aujourd'hui qui est très difficile à lire. Parce qu'il fait une feinte à droite, il envoie à gauche. Sa boxe, elle est très peu reproductible. Il vaut mieux pas parce qu'il y a quand même des fois où quand il met les coups du bras arrière, il te met aussi un coup de tête dans les fesses. C'est ça, tu vois. Il a des formes de corps qui lui appartiennent. On sait qu'il est capable de dégager de la puissance. Et du coup, c'est compliqué, tu vois. Un mec qui a une boxe classique, tu prends n'importe quel mec, il a une belle boxe anglaise, tu prends un mec de l'anglaise, tu l'as comme sparring, tu vas pouvoir lire des trajectoires. Lui, tu peux pas les lire. Je sais même pas si lui-même, il sait ce qu'il va faire, tu vois. Il improvise beaucoup. Et en fait, tous ces combats, il amène les mecs dans des zones d'inconfort, en profondeur, où tu n'as pas l'habitude. Et je te dis, la plupart des mecs que Khamzat a fait tomber, à part Burns, ils ont tous essayé de se relever. Et là-dessus, il excelle. C'est le meilleur au monde. Je pense qu'il est meilleur qu'Islam là-dessus parce qu'Islam, il essaie de s'ouvrir à un autre registre de kickboxing, de distance, de in and out. Tu vois, tu sens qu'il essaye de progresser partout. Aujourd'hui, Khamzat, on sait qu'il tape fort,
mais je pense pas qu'il passe la majorité de son temps à régler sur le striking et il continue. Il te donne raison à toi. Sur la dernière Aldric Herbie, tu me disais, les gars, quand vous êtes fort dans un truc, faites ce à quoi vous excellez. C'était mots. Hein. Ben, lui, il le fait à merveille. En plus, maintenant, il a réglé ses problèmes de cardio avec ce fameux préparateur physique qui est avec lui. On sait qu'il est parti beaucoup à Sochi en altitude s'entraîner aussi. Donc, par rapport à Dricus, qui est aussi à Pretoria en altitude, ça s'équilibre. Donc, tout ça est de bon augure. Mais je pense qu'on va avoir un combat qui va aller bien plus loin que le premier ou le deuxième round. Mais ce que tu disais, tu vois, il les fait déjouer. Dricus. Ouais, Souviens-toi aussi par son style. D'ailleurs, dans notre dernier Jab Culture, quand on évoquait l'évolution des combattants, quand on parlait de Topuria, on disait c'est un mec qui aujourd'hui arrive à faire déjouer les mecs, à être dans cette théorie de l'initiative dont on parlait. Il sait amener les mecs dans l'initiative quand il faut, quand lui peut exploser et peut faire du dégât. Il s'arrête pas de te mettre du rythme. Son style est très peu lisible et très peu reproductible. Il a un niveau d'athlétisme, c'est un gros 84 quand même. Il est massif. Même si dans une autre vie, il a réussi à faire 77. Moi, je l'ai vu à l'époque, parce que rappelons-nous qu'il a fait la ceinture de l'EFC en Afrique du Sud en même temps que Manon. Le même soir que Manon. C'était pas le même gars. Aujourd'hui, je l'ai recroisé, moi, sur un UFC. Il est beaucoup plus massif. Plus massif. Pour la petite histoire, il y a une affiche au Boxing Squad où c'est l'affiche de cet événement-là. Il y a Dricus et Manon pour des titres à l'UFC. Dricus prenait Brandon Lézard et Manon prenait... je sais même plus, mais ça va me revenir. Et ils ont fait la ceinture le même soir qu'ils ont gagné tous les deux. Mais oui, il fait déjouer les mecs. Il leur empêche de prendre l'initiative, pour revenir à ce qu'on disait là aussi. Et il arrive à faire son combat et à prendre l'avantage sur tous. Et j'arrive plus à parier contre Dricus du Plessis. Enfin, tu vois, j'arrive plus à me dire que même Khamzat, il peut lui faire ça. Mais alors, je vois total un scénario où non seulement il survit au round 1, il survit bien au round 1, et en fait, on arrive au 4, 5, et même si le cardio de Khamzat s'est amélioré, il finit par le faire craquer. C'est ce que j'allais dire. Il finit par le faire craquer. Khamzat, qui avait des problèmes de cardio, de fatigue, de santé carrément, puisqu'on sait que l'époque All-Star, c'était ça, il perd contre Dricus. Là, je garde mon jugement et on fera une analyse on ira plus loin, plus poussée. Mais parce que là, il y a ce mec-là qui est arrivé dans sa vie, il y a Sochi, il y a les lutteurs olympiques qui ont encore augmenté son niveau, tu vois. Parce que, soyons honnêtes, au All-Star, quand bien même le niveau y est exceptionnel, il stabilisait, voire pas régressait parce qu'il s'entraînait, mais en lutte, il n'y a personne qui pouvait lui donner le change. Là, il a trouvé des gens qui peuvent encore faire évoluer cette lutte puisqu'il s'entraîne avec le champion olympique et c'est lui qui le jette par terre. Tu vois, donc il y a des progrès qui vont être faits. Ce cardio, très important avec ce préparateur physique, ne vous inquiétez pas, là je ne vais pas plus loin, mais vous aurez le nom, vous pourrez aller voir l'Instagram, mais ça sera plutôt quand on fera l'analyse complète de ce combat. Mais non, il y a beaucoup de choses qui demandent à être vues. Et ce combat est ultra excitant. Il va être hyper intéressant à analyser parce que je peux voir Khamzat gagner avec tous les arguments. Oui. Oui, bien sûr, le Khamzat d'aujourd'hui. Je peux totalement voir Duplessis le faire déjà. Il est dur. Je suis pas étonné si à la fin c'est encore. Je te réserve mon favori. C'est encore une masterclass Duplessis, tu vois. Enfin, je mets le masterclass parce que ça appartient qu'à lui, avec son style à lui. Je suis absolument pas étonné. On va pas être tout à fait d'accord, mais je te réserve l'analyse on poussera, mais en tout cas, voilà, c'était pour vous apporter les premiers éléments sur ce combat-là et on aura bien le temps. On rappelle 17 août, donc on a plus d'1 mois devant nous pour parler de tout ça et on y reviendra bien fort dans les Aldric et Herbie. On reprend notre carte de l'UFC Maison Blanche. Aldric, donc t'étais sur ton 4e combat, Colby, si je dis pas de bêtises. Jorge. C'est mon 5e, moi, sur le truc, mais oui. Ben, il est obligé. Ils sont obligés de faire le double. C'est presque un 3. Parce qu'il y a eu le premier, à l'UFC, il y a eu le deuxième au restaurant, restaurant là, qui fait bar de nuit. Donc c'est presque un 3. Et c'est trop. Les deux ont déjà montré leur attachement au président américain. Tu sais quoi, celui-là, ils peuvent faire une ceinture gimmick. La White House ceinture ou quelque chose comme ça. Genre, tu vois, c'est pour être le vrai chouchou du président. Ce combat, il va désigner le vrai chouchou du président. Vrai, avec presque, tu fous le président au milieu. Tu sais, au moment du premier face-off, il est au milieu et il leur dit fight. Et puis, j'ai été méchant un peu avec Conor en disant c'est le seul adversaire. Je vais dire la même chose pour Colby. Hein. Franchement, il est rincé. Donc, complet. Le seul... bien sûr que c'est un newcomer, il peut le battre. Mais dans le top 15 aujourd'hui au Walter, il bat personne. Donc, si tu veux lui donner un dernier barreau d'honneur, voilà, tu lui donnes Masvidal parce que lui, il peut le battre, c'est équilibré, on ne sait pas trop, tu vois. Mais il peut le lutter en tout cas. Non, mais c'est évident que c'est l'adversaire à lui donner. Faut pas oublier que Masvidal, c'est une star. Hein. C'est une grande star. Faut pas oublier ce que c'était en 2019. Hein. Ça reste quelqu'un qui est très important, qui combat plus aujourd'hui, mais qui, je pense que ça, en un coup de fil, c'est réglé. Tu veux combattre, ça se fait, combattre à la Maison Blanche contre Colby. Colby. Voilà, Colby à la Maison Blanche.
let's go. Pour le Oh 2, oui. prendre cette revanche, plus l'histoire du reste, c'est bon, let's Ouais. go. C'est sûr et certain. Et puis, bah ouais, le match-up, il est... J'aime pas Colby. Alors, tous ceux qui me suivent depuis longtemps savent, non seulement il est rincé, mais même avant qu'il soit rincé, je l'aimais pas du tout. Donc, son style, au-delà du personnage, mais même son style de combattant et ce qu'il apporte dans la cage, j'ai vraiment jamais apprécié. Et je le trouve très surcoté, pour le coup. Mais on pourra en reparler quand il reviendra. Ça fait grave de sens. Ouais. Ça peut même être l'ouverture de la main card. Là, ni toi ni moi, on l'a placé en ouverture, parce qu'on a fait une main card à 6 combats, vous allez comprendre. Mais ça peut même être l'ouverture. Grand flonflon des trucs américains. Il y a l'histoire de Masvidal, d'où il vient aussi, avec les liens avec Cuba. Tout est écrit pour historiquement, ça, il make sense aussi, tu vois, sur un événement comme ça. Donc, c'est quoi ton 5e, toi? Parce que moi, mon 5e, c'était Masvidal, Colby 2. Justin Gaethje. Ouais. Alors, ça m'a fait rire parce que quand j'ai écouté le podcast, quand tu m'as lancé sur le sujet qui avait été fait là-dessus, et il dit ouais, Justin Gaethje contre n'importe qui. Mais vraiment, il faut qu'il soit sur la carte. Il dit contre n'importe qui. Et ben moi, je vais partir du principe que BSD a gagné son combat à l'UFC Paris et qu'il est dans le game pour prendre Justin Gaethje sur cette carte-là. Ok, c'était mes 2 possibilités. J'ai BSD en possible et c'était une de mes possibilités. Ouais, moi j'aime bien. Dans l'idée où il gagne, où il fait un. Ouais. Moi j'aime bien le run de BSD puisque victoire à Paris et peut-être une autre victoire entre temps. Tu vois. Et puis surtout, moi j'aime bien. Merci les gars pour les messages Instagram. Vous avez vu, j'essaie de répondre vite quand vous m'envoyez des messages et qu'est-ce que tu penses de ci. Les gens ils me parlent même de NBA et tout, je te jure. Et en fait, on m'a entre guillemets pas reproché. On m'a dit ouais, mais tu dis que Faresiam c'est un très gros prospect pour l'UFC, mais si tu cites pas Benoît. Mais les gars, il est déjà dans le game, Benoît. Déjà dans le game. Et d'ailleurs, on le dit dans l'épisode. Mais oui. Mais tu sais, on m'a dit ça sur Insta. J'ai dit, mais les gars, j'ai pas besoin de parler de Benoît. Il a déjà pris Dustin Poirier. Il a été au Madison. C'est déjà une star. Et qu'est-ce que j'ai besoin de dire de plus? Complètement. Tu vois, donc. C'est pas ce qu'on considère comme un prospect. Ben non, il y est déjà. Il est déjà au niveau star. Ça doit faire un an et demi, 2 ans qu'il est dans le top 15, quelque chose comme ça. Évidemment. Oui. Donc, j'ai pas besoin de citer Benoît sur les prospects. C'est déjà. J'aime bien Gaethje BSD. Ouais, le match-up, il a du sens, ça. C'est bien. Gaethje, tu sais, qu'avait dit. Maintenant, c'est la ceinture ou rien. Je pense pour le coup qu'ils le sortent assez vite de cet état d'esprit-là si c'est pour refaire la Maison Blanche. Ouais. Tu vois, il a le côté patriote. Mais même là, s'il l'appelle et qu'il lui donne pas dit. Je sais pas ce qui va se passer sur la suite, tu vois, mais il lui donne pas dit dans quelques mois et derrière tu le mets à la Maison Blanche. Mais bien sûr qu'il fait. Alors, bien sûr qu'il fait. C'était moi pour Gaethje, j'avais 2 possibilités. Il y avait pas dit. Ouais, mais ça veut dire qu'ils s'affrontent pendant un an, ils font rien les deux. Bah, c'est mon problème, c'est qu'il faudrait que ce soit dans quelques mois. J'ai essayé d'être cohérent, tu vois, sur les trucs. Ou alors, il y a battu Paddy. Ça c'est très possible. Ils ont donné Paddy à Ilia. Ça a du sens au final. Novembre au Madison ou quelque chose comme ça. Il y a la KOT. Bon, bah, il faut bien trouver un adversaire à Paddy pour rebondir. Ouais, ça a du sens. Gaethje à la Maison Blanche. Ouais. C'est vrai que c'est possible. C'est mes 2 alternatives pour Gaethje. Ouais. Enfin, c'est les 2 alternatives que j'avais parce que le combat que j'ai eu au final, c'est l'ouverture de ma main card et c'est aucun des 2. Ok. C'est Dustin Poirier. 3. Tu le fais revenir? Ils vont le convaincre. Non. Ils vont le convaincre. Il veut prendre des stéroïdes et tout, tu peux plus le convaincre. Il se marre à faire cette déclat, ils vont le convaincre. Il est ultra patriote. Tu rigoles, tu sais qu'ils se connaissent pas mal avec Donald Cerrone. Tu vois le physique de Cerrone, tu pètes un câble avec le TRT. Hein. Oui, non, je sais, c'est vrai. Il va vraiment le faire. Hein. Moi, je suis sûr qu'il va vraiment le faire. Mais vu que c'est annoncé déjà, si au moment de l'événement, tu vois, on lui dit, bon, président américain, il aimerait bien t'avoir quand même. Tu vois, moi, je pense qu'il va arrêter de il lui dit, c'est sûr qu'on fait la Maison Blanche et le président te veut. Ouais. Non, mais c'est possible. Après, moi, je pars du principe que c'est vraiment un mec de famille. Tu vois, Dustin. On a vu son implication dans le milieu associatif et tout. Moi, je pense qu'il a dit qu'il tirait sa révérence, il va le faire. Tu crois qu'il va jusqu'au bout? Ouais. Moi, pour moi, c'est pas Rabib là-dessus. Me trompe peut-être. C'est le genre de mec qui peut changer d'avis. Je le connais pas. Je l'ai vu 2 fois dans ma vie. Je te rappelle que le président, il est en bord de cash quand il affronte BSD. Ouais. Tu sens qu'il y a quand même, Non, mais je dis pas il a cette reconnaissance du truc. Je pense. Après, je te dis, c'est pas un ami, je le connais pas, je l'ai vu 2 fois. Moi, je pense qu'il va au bout de ses principes et qu'il arrête, mais. Parce qu'en fait, quand je réfléchissais à Gaethje, c'était bon. Pimblet, c'était la première idée que j'ai eue. Ah, c'est cool. Ça peut faire un beau combat sur la main card. BSD, c'est cool aussi. Mais Poirier, 3, en ouverture d'une carte comme ça, what the fuck à la Maison Blanche, mais c'est parfait pour le spectacle. Mais moi, j'ai essayé de parler. Trilogie, tu vois. Trilogie. Est-ce que c'est pas un combat qui se suffit à lui-même aussi en pay-per-view? Il y a une victoire chacun. Ah, mais moi, je suis parti en vrille. Enfin, je pense que tu l'as remarqué depuis le début. J'ai essayé d'être cohérent. Je t'ai mis 4 pay-per-view en un truc. Pour moi, s'ils font ça, ils vont faire la carte. Toi, elle va sur Netflix, la carte. Ouais, c'est la plus folle de l'histoire. Parce que l'événement en soi, il est complètement lunaire. Donc, il faut que la carte soit correspondante. Et il n'y a pas mieux en ouverture de carte.
banger assuré. Ils sont à 1 victoire chacun. Tu vois, tu peux même dire, Ça a du sens. tu peux combat de retraite des deux. Alors oui, on va un peu gueuler parce qu'on dira, Poirier, tu nous l'as mis à l'envers avec ton combat contre Max. Non, mais c'est vrai que Justin, dans un an. On dépose les Parce que gants. les pareil, deux. c'est pas qu'une question d'âge. Il a fait même au WSOF, avant que ça devienne le PFL, il a fait des guerres de fou. Gage. Je pense qu'il est. Vu son élocution, le temps qu'il Ah, met faut à qu'il parler, arrête, et tout, hein, je pense qu'on n'est pas très loin de la fin non plus. Faut qu'il Soyons arrête. honnêtes. Faut qu'il arrête. Mm. Donc, tu vois, j'imagine bien un Ah, mais truc c'est où pas mal, tu nous régales, tu nous régales. les 4 gants seront posés à la fin de ce combat-là. On le sait déjà. C'est juste, on va régler une fois pour toutes qui va gagner la trilogie entre Poirier et Gaethje. Ouais, ça a du sens. Après, honnêtement, si je dois être sincère, je pense qu'il y a plus de chances qu'il n'y ait pas dit. En vrai. Avec le scénario que je t'ai donné, il y a sans doute plus de chances que ce soit Gaethje pas dit et que Poirier soit là en guest star, tu vois, au bord de cage dans les jardins de la Maison Blanche. Sous stéroïdes en guest star. Ouais. Mais j'aimerais bien. Et toi, t'ouvres par quoi alors, la main? Alors, je reparle de Bisping parce que j'ai trouvé ça rigolo. Lui, il met sur sa carte en ouverture pareil, il met O'Malley, Sandhagen. J'aime bien, mais pareil, dans une logique un peu économique de pay-per-view et tout, je me dis que, ok, O'Malley, c'est quand même une big star de l'UFC. C'est vraiment compliqué de le mettre en ouverture de main. Même si, j'aime bien, hein, O'Malley, Sandhagen, ouverture de main card d'un UFC comme ça. Là, je copie Bisping, mais j'aime bien. Et la réalité économique avec laquelle j'ai essayé de construire mon event me fait switcher, enlever Sean et mettre Henry Cejudo. J'aime bien aussi. Oh, tu vas rigoler sur mon main event de prélim. Tu vois, moi, voilà, je me dis Cejudo, c'est pas mal parce que c'est plus réalisable, c'est plus économique. On sait que ça n'a jamais été un tueur en pay-per-view. Non. On sait que pareil, il a été impliqué aussi un peu sur la campagne présidentielle. Donc ça a du sens, tu vois. Voilà, Cejudo Sandhagen me plaît aussi. Pour moi, tu sais que c'est un des noms qui m'est venu en tête l'an premier. Ouais. Parce que je sais son implication avec ça. Il l'a montré plein de fois publiquement. Donc, c'est un des premiers noms que j'ai mis. Donc, tour avec Cejudo Sandhagen. Ouais. Ok, donc j'y vais direct sur mon main event de prélim. Je t'ai mixé tout ça. C'est Henry Cejudo, Sean O'Malley. Ah, toi, tu le mets en prélim au O'Malley. Ouais, mais je t'ai dit que je suis parti en vrille. Je t'ai prévenu, je suis parti en vrille. Tu perds 2 fois contre Merab, t'es une star de l'UFC, tu vas en prélim, quoi. Sean Tu vas te mettre au Dana White Contender Series. Sean O'Malley, Cejudo, ça ouvre. Ok. Ça finit ma prélim. Ok. je suis en train complètement de perdre Aldric avec mes propositions. Tu veux moi, j'ai mis un combat féminin en main event de prélim. Ok, bah vas-y, donne-le. Macy Barber, Miranda Maverick. Ok. Pourquoi Barber, j'y ai pensé. Alors, Barber, parce J'avais que pareil. Blanchfield, en fait. Ouais, mais est-ce que Blankfield a le mérite de. Alors. Non, peut-être pas. Tu vois, mais... je me dis qu'en prélim, Blankfield, alors qu'elle est en train de. À part contre Manon, elle est en train de rouler sur toute la KT. Barber mérite. Elle a pull out 2 fois sur les 2 dernières années. Voilà, tu la mets contre Miranda Maverick, ça fait un combat 100% américain. Ouais, bah ça a du sens, tu vois. C'est dans cette idée-là que je disais Messi contre Blanchfield. C'est un combat féminin américain. Pour moi, Blankfield mérite pas. Elle mérite beaucoup mieux que ça, quand même, tu vois. Moi, c'est mon main event de prélim parce que je vois pas ce que fait Blankfield en prélim, d'ailleurs. Parce qu'il faut un peu de méritocratie. Je viens de te mettre Sean O'Malley en prélim. Ouais, toi, t'as fait fort. mais voilà. J'ai encore. Donc, moi, j'ai en tout 4 combats en prélim. Donc, je viens de donner mon main de prélim. Ok, donc, bah, tu vois, mais ouais, je sais que j'y vais fort. Mais là, tu vois, on lâche tout, quoi. On lâche les chevaux. Alors, t'as encore des gros combats là? Non, c'est bon, c'est fini. Ok. C'est fini. Je te promets qu'il n'y a plus que du truc logique pour une prélim. Mais les deux. Ça fait sens, enfin, pour le coup, ils sont dans la même KT. C'est un beau match-up pour O'Malley. Jamais je te le mettrais sur une prélim de n'importe quel. Je pense que même s'ils veulent pousser un event, en plus, j'ai essayé de me référer. Pour moi, tu vois, ça donnait une suite, une continuité 12 ans après à l'UFC Fight for Troop. Et on a vu qu'à l'époque, ils ont fait des efforts, mais pas colossaux, tu vois. Donc là, c'est un peu un standing du dessus. On n'est pas sur une base militaire, on est à la Maison Blanche. Mais on en a fait des efforts quand même. Mais je pense qu'il y a quand même une réalité économique à garder. Ouais, mais tu vois, en fait, parce que moi, je l'imaginais. T'as vu les dates que je t'ai proposées? Ouais. Imagine, ils le font le 4 juillet. Ouais, non, mais d'accord. Le jour de l'indépendance. Mais même en général. Tu sais qu'un jour. Elles sont pas folles, les cartes. Hein. Il y a du monde, mais elles sont pas ouf, les cartes en général. Celles qu'ils font pendant l'International Fight Week et tout. Non, j'avoue. Mais là, tu vois, en fait, c'est un truc où je mets. C'est un jour hyper particulier. Tu sais que c'est le jour, le 4 juillet, où tu as les concours de hot dog, par exemple. Joey Chestnut, pour ceux qui connaissent ça, je crois qu'il a pris le titre pour la 20e fois ou je sais plus quoi. Enfin, c'est un moment où les Américains aussi, c'est un jour férié. Où ils peuvent. Tu fais une carte comme ça le 4 juillet, à la Maison Blanche. De regarder la télé. T'as raison. Devant Netflix, sur Netflix, par exemple. Mais là, tu me la stackes, la carte. Il faut me la stacker, la carte. Netflix, ça règle le problème. Parce que quand on voit les chiffres, d'ailleurs,
Petite digression, il y a Amanda Serrano qui va être sur Cathy Netflix Taylor, ouais. contre Cathy Taylor samedi. Je suis curieux de voir les audiences. Parce que quand même, là, même si moi j'aime bien, hein, le combat me hype, on n'est pas à un niveau de starification très très haut. Donc je suis curieux de voir un combat féminin qui peut ne plaire qu'aux puristes, on va le dire franchement. Ah, clairement. Je suis curieux de voir le résultat. Nous, on sera des audiences, tu vois. les gros fans d'anglaise, on sera devant, parce que Voilà. c'est ce qui se fait de mieux en boxe féminine, tout simplement, sur la planète, Et tu avec vois, Clarissa Shield, mais j'attends- qui est dans d'autres catés. J'attends les chiffres avec impatience, tu vois. C'est sûr que ça fera pas les chiffres qu'ils ont eu en commun de Pas savoir. Jake Paul contre Ouais. Tyson. Mais Ça- je suis vraiment curieux. Là, tu me dis, Aldric, donne une estimation. Je sais pas te la donner. Mais donc, tu vois, ouais, c'est vrai que je l'avais pas assez précisé au début de l'émission, mais là, moi, je me suis mis dans une optique où Ok. c'est un événement. Ok. Un événement assez fort, tu vois, que ce soit pour les célébrations de l'indépendance, comme pour l'UFC. On en fait un truc. Et dans le cadre où je te dis là, en vrai, c'est Cerudo O'Malley en fin de prélim. Ouais, vendu comme ça. Why not? Et peut-être qu'en fait, si c'est Netflix, on n'a pas de main card et de prélim. C'est ça. C'est juste une longue carte Ouais, c'est juste de 10 combats Des Dream Fight, quoi. avec Ouais. le plus de combats un peu fous possible. Et donc, dans ce cas-là, bah, ça fait carrément sens. Tu vois, tous les combats qui sont au-dessus qu'on a dit, c'est au-dessus en termes de hype que Cerudo O'Malley. Donc, Ouais. tu le places à ce moment-là de la carte, tu vois. Ce sera sûrement, en vrai, ce sera sûrement ça. Ce sera pas un événement logique et classique. Ça pourrait ressembler à une longue fight card. Je sais pas si je l'avais dit en début d'émission, mais où je te le dis en off, mais le premier UFC Fight for Troop, ils ont fait un événement de 10 combats. Donc, tu vois, ça a du sens, finalement. Tu vois, sur 10 combats, il n'y a pas vraiment de prélim, il n'y a pas vraiment de main card, ils avaient envoyé comme ça. C'est de l'événementiel. Ouais. Tu sais, tu peux en faire une sorte de. Tu seras pas péjoré si c'est Netflix, mais c'est tu as un truc un peu hybride. Ça n'a pas obligé d'être un numéroté. Mais tu l'appelles pas non plus Fight Night. C'est UFC White House. Ouais. Événement à part, unique, il n'y en aura qu'un dans votre histoire. C'est once in a lifetime, vous allez voir Jones, Connor, vous allez voir toutes Mais les stars. ça peut être vendable sur Netflix. Que justement, le patron de Netflix, alors je pense que c'était un peu du bluff. Hein. Quand il parlait de négo avec l'UFC, il disait oui, mais nous, on ne veut pas forcément avoir tout. On est intéressé par des événements en particulier. Tu vois, c'est des mots qui sont sortis de sa bouche, que je traduis pas très bien peut-être, mais qui sont sortis de sa bouche. Donc là, ça colle, ça a du sens, tu vois. C'est cet événement-là qui passe sur Netflix et pas encore les autres. Et en vrai, avec tout ce qu'on a dit là, tu bloques pas non plus. C'est-à-dire que tu bloques pas le calendrier pour 6 mois parce que tu as mis tous les champions. Là, on t'a mis quand même beaucoup de vieilles gloires, en fait. Ouais. Des Jones, des McGregor, même moi qui tente un Poirier-Geji. Ça n'a pas d'impact sur Ouais. tout ça. Tu as toujours tes Topuria, tes Marachev, tes Pantoja pour remplir Ton aussi. cycle normal de tes pay-per-view mensuels, tu l'as. Ouais. C'est à part. C'est unique en son genre et on le met de côté et on vit ça comme un événement, je te dis, unique. Une seule fois. Ouais. Donc, on a nos deux main events de prélim. Ouais. Après, moi, j'ai pas vraiment d'ordre. Donc, tu peux me donner, vas-y, donne-moi Bryce Mitchell. Je l'ai. Donc, David vas-y. Onama. Moi, j'ai mis David Onama en face, j'aime bien. Parce que je trouve le match-up intéressant. Onama, c'est fort. Je l'ai déjà dit lundi, puisqu'on parlait de l'adversaire de Morgan, qui l'a battu, Nate Landwehr. Donc, David Onama, c'est fort. Bryce Mitchell, on ne parle pas avec un micro, là, on parle dans une cage. C'est fort aussi. Donc, je trouve que ça faisait un combat sympa. Ouais, ok. Ah bah moi, pour Bryce Mitchell, je suis retourné dans ce que j'ai mis dans le main event, puisqu'il m'en faut un ou deux de plus de combats comme ça, pour marquer le coup historiquement. Grande-Bretagne, États-Unis, pour cette déclaration d'indépendance. Liron Murphy. Ok. Ça n'a Bon, pas de sens en soi. non. Le seul sens que j'y trouve, c'est Grande-Bretagne, États-Unis. Ouais, mais tu fais aussi un petit parallèle. Liron, il était dans le coin. Je l'ai vu en regardant l'événement du PFL. Il était dans le coin de l'adversaire de Mathis Duragrin. Parce que c'est la même équipe, c'est Manchester Ouais, Top Team, tout à c'est fait. son sparring. Donc là c'est vraiment, moi, c'est du pur historique que Ok, je te fais là. Tu ok, vois. ok. Mettre un match-up, Bryce Mitchell, l'américain, contre Liron Murphy, le britannique, et puis on refait ça, et ça te fait un petit. Tu sais, vu que dans ma carte construite, elle finit par Aspinall Jones, bah c'est le premier petit. On vous tease cette rivalité, et on vous l'aurait au max au moment du main event avec la Moi, j'ai ceinture des pensé poids lourds. match-up, toi, tu as pensé histoire, mais c'est pas mal. Ouais. Exactement, on a mixé les deux. En tout cas, Il nous reste 2 combats chacun. ouais, alors, en tout là. cas, on a Bryce Mitchell tous les deux. Ouais. On est d'accord. Je pense que pareil, c'est un peu incontournable. En fait, il représente un peu un truc que tu dois mettre sur une carte comme ça, comme Strickland. Ouais. On Ouais, peut je détester, mais enfin moi je déteste, mais ouais, il y a, moi, il je y a un déteste truc pas pour le le mettre là. combattant, mais Non, quand pas je le combattant. Avec je un dis micro, il me ce donne qu'il la gerbe. représente, voilà. Point Oui. final. Ce qu'il représente, mais il y a quelque chose à le mettre là. Donc il nous en reste 2 chacun, Ouais. en effet. Alors moi, un des 2, je me suis un peu marré. C'est la première fois que j'en ai un qui va à l'inverse de tout ce qu'on a depuis le début, parce que depuis le début, on a quand même mis des gens qui allaient plutôt dans le sens du président américain, qui l'ont soutenu. Et ben, on va faire l'inverse. On va mettre quelqu'un qui a soutenu son opposante lors de la dernière élection. Ça va parler à Sean Strickland, monsieur Chris Curtis, qui avait même arrêté ses réseaux sociaux pendant quelques jours Oui. après la réélection. Et je le mets contre Kevin Holland. Ok.
qui lui a montré Oui. Ouais, qui fait un son combat. Mais attachement à ce sympa, niveau. c'est lourd hein, pour une prélim, c'est pas mal. Ah bah, je t'ai dit, hein, on y va, on y va. Ok. Kevin Holland, Chris Curtis. Moi, j'ai fait plus hommage, hommage à Neil Manny parce que, alors, moi, à l'époque où je m'entraînais avec lui au Hit Squat à Granite City, il était encore militaire et pendant pas mal d'années, je crois que pendant 3 ans, il a été et combattant UFC et Navy, si je dis pas de bêtises. Donc, pour moi, il était incontournable sur une carte comme ça, Neil. Et son adversaire, c'est Michael Chiesa, je crois, hein, qui est le seul combattant à avoir fait un UFC Fight for Troop en 2013 et être toujours dans le roster de l'UFC aujourd'hui. Le clin Donc, d'œil je est trouvais beau. le clin d'œil intéressant. Puis c'est surtout, disons-le clairement, Neil vient de sortir du top 15. C'est un mec que j'aime bien. Et je trouve que c'est un des rares adversaires abordables qu'on peut lui mettre et un peu connu. Parce que l'âge, il est un peu plus jeune que moi, mais il est presque aussi vieux que moi. Et il fait 38 là. Ben voilà, on arrive sur la fin aussi pour Neil qui a commencé très jeune. C'est pas un mec qui a commencé à 30 balais, c'est un mec qui était à l'époque où on était au Hit Squad ensemble, je crois qu'il avait 20 piges, tu vois. Donc, Le il a pris kilométrage beaucoup de cage coups. est, Ouais. est important. Mais tu vois, tu as raison, tu parlais des top 15. Il y a des mecs quand même, j'ai pas été complètement fou, Eldrick. Il y a des mecs, j'arrivais pas à les matcher. C'est-à-dire que j'arrivais pas à trouver ni un match-up qui fasse sens dans ce qu'on veut raconter, ni un truc historiquement bonical, j'ai pas réussi à le matcher. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Ça aurait pu être mais avec en plus là la défaite dont il sort, j'ai pas trouvé. Moi, je pense que l'UFC, ils vont piocher un random hein, pour son prochain combat. Tu verras ce que je te dis. Oui, ok, je vois Ouais, ce que tu veux dire. ouais. Redonner un peu Ouais. de confiance, Clair. de boost sur tout ça. Il nous en reste un. Ouais. J'ai Matt Frevola. Ah, t'as mis Je frère. le vois sur- Ouais, franchement, il a fait campagne directe dès qu'il y a eu l'annonce. Je sais plus c'était Ok. quoi sa phrase. Est-ce que vous voulez un ancien vétéran de l'armée qui fait toujours des guerres et tout. Enfin, si vous pouvez compter sur moi. Alors j'ai un scénario que je veux pas du tout. C'est un scénario où ça se passe mal pour Benoît dans les mois à venir. Ok. Et je te ferai une revanche Frévola à BSD à la Maison Blanche, France-États-Unis. On rejoue ce qu'on avait joué un peu au Garden. Mais je le veux pas. Donc je lui ai mis Bobby Green, King Green. Ok. Tu sais que Bobby Green, après l'UFC 308, c'est juste avant la réélection du président, et il dit « J'ai parlé à Dana, et s'il est réélu, il faut qu'on fasse un événement pour lui. » C'est une phrase je l'ai noté dans le Jackson podcast. Ok. Il y a Rampage Jackson avec lui qui parle, ils sont déguisés, c'est complètement what the fuck ce podcast. Mais il dit texto cette phrase-là. Ok. Donc ça fait longtemps qu'il est chaud pour ce genre de truc. Il dit même, ce serait bien de le faire en Floride et tout. Mais tu vois, tu sens que ça fait longtemps qu'il y pense en fait à cette idée-là. Donc je l'ai mis. Donc j'ai Matt Frevola contre King Green. Ok. Moi, je voulais. Le premier combat, alors c'est pas du tout un coup de gueule, hein, et tant mieux pour lui. J'ai mis Trevor Peek. Parce que pareil, il a carrément parlé sur ses réseaux au niveau de l'élection. Il s'est engagé personnellement. Et en fait, lui, c'est parce que en investiguant un peu, je me suis rendu compte qu'il avait participé. Donc, j'ai radé sa KT 70. Du coup, je me suis dit, tiens, je vais mettre Shaquem Rock, qui vient de signer à l'UFC, juste pour pas me plaindre, pour faire un état aujourd'hui de les 2 derniers mecs qui ont signé à l'UFC à 70 kilos. C'est un. Alors lui, on peut le comprendre, c'était un short notice, c'est l'adversaire de Benoît. Kyle Prepolek. Prépolek de son blaze. Et Shaquem Rock, qui viennent de signer dans la tournée des mecs, ils ont signé là, un peu dans l'Est et Ante tout. Delija et compagnie. Et là, on voit que maintenant, la méritocratie, alors là, je parle même pas, tout le monde va dire, ouais, mais il veut parler de Sola. Non, je parle pas d'Axel Sola. Alors bien sûr qu'il est mieux classé, il a 20 places de mieux que Shaquem et il a 100 places de mieux que Prepolek. C'est pas le problème. C'est qu'il y a des Wilson Varela, des Mehdi Dakev, des Amin Ayoub, il y en a plein des mecs mieux classés. Mais aujourd'hui, tu te rends compte quand même que la récurrence des signatures, elle se fait par rapport à la nationalité, elle se fait par rapport au merchandising, elle se fait par rapport au broadcasting. Et c'est un peu... Il n'est pas mal classé non plus. Je crois qu'il est 170e, Shaquem Rock. Mais t'imagines, il sort d'une split où moi, personnellement, je ne le vois pas gagner. C'est un mec, attention, c'est un mec qui a un taux de finish intéressant quand même. Je ne suis pas en train de dire que... Mais quand même, ils sont allés signer le 178e mondial. Alors qu'il y en a il y en a bien plus et bien mieux classé. Je crois qu'on en a parlé. Hein. Enfin, voilà, c'était juste pour faire mon petit coup de gueule. Ça fait après, pas de sens tout ça. Il était bien sur ma carte parce qu'il est anglais-américain, tu vois, Trevor Peek, tu vois, donc très bien. Et en plus, j'ai dit, on va orienter un peu ça. Et du coup, mettez en commentaire si ça vous intéresse. Comme on va chercher un petit peu les pépites sur les différentes catégories, je m'étais dit qu'on pouvait aussi, de temps en temps, faire une analyse des prospects qui ont signé à l'UFC, peut-être tous les mois, peut-être tous les 2 mois, peut-être une fois par trimestre, de façon à regarder un peu leur profil, leur âge. Tiens, d'ailleurs, ça me permet d'enchaîner sur le fait que Shaquem a 31 ans. C'est pas ce qu'on appelle une pépite, tu vois. Prepolek a 35.
Donc voilà, si ça vous intéresse, mettez-le en commentaire pour ceux qui sont restés jusqu'au bout de la vidéo. Et peut-être qu'on pourrait faire bimensuel, trimestriel, une petite analyse de ce qui signe à l'UFC et pouvoir voir un petit peu l'âge, le palmarès, le Fight Matrix, les derniers combats, le taux de finish et avoir une analyse ensemble et un peu ce que faisait à un moment Sherdog sur c'était quoi, c'était Mike Manor ou Sean Shelby Shoes qui faisait Ouais, tout à fait. Tu te rappelles de ça, il se mettait un peu dans les chaussures comme on dit du matchmaker. Ben, on pourrait faire un peu la même chose, mais au lieu de spéculer, je vous propose moi d'analyser les signatures et de regarder un petit peu. C'est quand même ce qu'on en avait parlé dans notre épisode, le dernier Jap Culture, où on parlait des 70 et de l'état des prospects. Prépolek, c'est un truc de fou. Plus j'y repense, plus c'est fou. Parce qu'il y avait des Canadiens plus jeunes. Je veux dire, même si tu veux prendre qu'un Canadien, il y avait même là, je te dis, alors peut-être moins de de références, mais tu avais des mecs à aller chercher qui auraient pu avoir un avenir. Lui, il a quel avenir? T'as l'impression qu'ils l'ont signé que parce qu'il fallait mettre un mec avec un peu plus de crédit pour BSD. Ça n'a aucun sens. C'est ainsi pour le moment, mais plutôt que de se plaindre, voilà, si ça vous intéresse, mettez-le en commentaire. Moi, je pense que analyser un petit peu les signatures de ce qui s'est fait tous les 2-3 mois, ça peut être très sympa et intéressant. Si on prend, on a fini nos cartes. Ouais. Si on prend nos cartes, alors la mienne va beaucoup plus loin que la tienne dans la folie. La mienne est économiquement viable. Mais même si on prend la tienne. Ouais. Alors Netflix, c'est une super idée que ce soit sur Netflix, ça, parce que ça ferait un vrai événement pour le coup. S'ils le font tradit en pay-per-view, ils battent leur corps. Ils battent Khabib Conor avec ça. Non, je pense pas non si j'ai pas de bêtises, il est à 2 millions, je crois, le record. 2 millions 4. Non, tu peux pas. Je pense pas. Je pense que le modèle est plus là. Ouais. Et c'est plus assez. Non, puis même là t'avais une guerre. Conor, il y avait encore du sportif en plus. C'était soi-disant les croisades. Oui, bien sûr, il y avait une implication qui serait. Mais moi, je suis candide un peu là-dessus. Tu vois, j'ai reçu pareil des messages de la communauté Jab Life qui m'ont dit ouais, Taylor, il s'est fait siffler parce que le public belge soutenait un tel, son adversaire qui était machin. Ah non, moi je suis un peu candide là-dessus. Je refuse de voir des trucs comme ça, tu vois. Mettez pas Fares contre BSD. Alors ceci dit, moi personnellement, mon avis, même si personne ne me l'a demandé, c'est que je veux pas le voir. Oui, moi, tu sais que je veux le voir. Donc, moi, je veux pas le voir du tout parce que j'apprécie les deux vraiment et je vois pas du tout pourquoi ils iraient s'affronter. Si c'est pour une ceinture, oui. Quand il y a plus rien en haut, je le comprends très bien. Mais là, pour moi, c'est du non-sens. On sera pas d'accord sur celui-là. C'est bien, je trouve que je suis très content qu'on soit pas d'accord sur plein de sujets. Par contre, j'ai entendu, il y avait plein de mecs, moi, quand j'en ai parlé sur les réseaux, de faire ce combat-là, qui m'ont dit, en effet, tu sais pas ce que tu sais pas ce que tu vas provoquer, on va sortir du sportif. Mais moi, à quoi j'ai répondu, et pareil, je suis un peu candide sur toi. Ouais. Si on en arrive là, alors que c'est deux mecs qui se respectent, qui se trash talkeront pas. Mais c'est pas les mecs, c'est le public. Mais moi, j'ai pas envie de croire à ça. Donc c'est que le public leur apporterait un truc, tu vois, et leur ferait subir un truc qu'ils n'ont pas envie de subir, puisque je sais qu'ils seraient très respectueux l'un de l'autre pendant toute l'approche d'un combat comme ça. Moi, j'ai pas envie du tout d'imaginer. On sait que cette société est très très morcelée à des problèmes, mais ça m'horrifie. Si les mecs disent on peut pas le faire parce que c'est sûr à 100% que ça va être un carnage là-dessus, j'ai pas du tout envie de croire à ça. Ça me terrifie. Et si jamais c'était le cas, je serais encore plus en l'autarcie. Là, tu vois, moi aujourd'hui, tu me connais maintenant, Alex. Tu sais que je vis avec mes gars. Et mon taf, c'est faire du sport, m'entraîner et faire des podcasts et analyser. Et je le vis très bien. Mais je pense que si vraiment c'était vrai ce qu'on m'a insinué, je crois que je serais encore plus en l'autarcie qu'avant. Je ne veux plus jamais voir personne, en fait. Par contre, tu vois, là, quand tu regardes quand même, avec Gamrot qui a refusé, on ne sait pas trop ce qui se passe pour Fares. C'est presque un des combats qui fait le plus de sens. Pas trop. Pour les deux. Mais je ne pense pas qu'ils le feront non plus. Mais ça devient un truc que tu peux réfléchir. Moi, je pense que l'UFC, dans leurs possibilités pour les deux, surtout ils en ont parlé. Je crois que c'est Dawson qui a dit qu'il ne fightait pas Benoît. C'est Gamrot qui a dit pour Benoît. Non, Dawson. Et Dawson aussi. Ouais, sur ses réseaux sociaux perso. Ça commence à être compliqué de trouver vraiment des mecs. Donc je pense pas qu'ils le feront, mais je suis sûr que dans leur attention, il y a d'autres prospects. Rappelle-toi, il a été call out par le gars qui a fait le KO qui a fait le Fight of the Night ou le KO de la soirée à Bakou. Il y a le Polonais. Il y a des prospects Bourbier d'ailleurs. Il y a d'autres match-ups pour les deux d'ailleurs. Mais qui sont pas très connus. Enfin, c'est un équilibre très dur à trouver parce que on sait que quand tu es classé entre 12 et 15, tu peux prendre des mecs qui sont pas rankés. Hein. Ça arrive, la probabilité qu'elle arrive, je l'avais faite pour m'amuser la dernière fois, elle est au-delà de 60% quand même. Hein. Mais en plus avec une carte qui, depuis notre Aldric Enerby, on a vu le combat de Paul Craig aussi annoncé. Qui s'est européanisé. Une carte qui sera européenne et non française. Ouais. Amener des prospects Bourbier et pour Fares et pour Benoît qui sont peu connus du public.
Moi, je reste. Les opposer l'un à l'autre, c'est plus fort. Moi, je pense que c'est ce qui va. Mon avis, il n'y aura pas de Fares BSD. Je pense qu'ils vont. En fait, pour eux, maintenant, c'est devenu une étape européenne de leur European Tour. Voilà. C'est pour le moment le marché français. Et encore une fois, arrêtez de parler des fighters, c'est pas de leur faute. Quand je dis arrêter, c'est pas notre commu, je m'adresse à Twitter c'est ta vie à toi, ça c'est ton monde à toi, je le balaye de la main. Arrêtez de parler des fighters, c'est pas la faute des fighters, c'est la faute de vous, ceux qui parlez. C'est la faute du marché en général. Comme on n'est pas un marché très influent, et ben ils se sont alignés sur l'Europe, ils savent qu'ils font ça le comble, alors ils viennent, mais ils signent moins de Français parce qu'il n'y a pas l'économie qui va avec, et on est devenu une étape européenne du truc. Donc, comme ils ont fait à Bakou, ils ont pris des frontaliers, eh ben, ils vont nous faire la même chose, et c'est comme ça que ça va être maintenant, cette UFC Paris. Et donc, je ne vois pas pourquoi ils n'iraient pas chercher des Polonais, des Azéris. Tu vois ce que je veux te dire La tristesse de ça, c'est pour les signatures. Parce que ça nous permettait chaque année de signer des nouveaux à l'UFC. Bah, c'est plus dur. Et que ce sera plus dur. Et un dernier thème, Aldric, autour de cette UFC White House dont je voulais te parler, c'est l'implication des politiques. On en a parlé un peu dans le Aldric NRB lundi, on l'a vu dans beaucoup de pays. Il n'y a pas qu'aux États-Unis qu'il y a de l'implication des politiques autour du MMA. Si tu vois cette UFC White House en 2026, est-ce que tu seras un peu jaloux? Pas jaloux dans le sens parce que t'es proche de la politique du président américain ou t'es machin, c'est pas la question, mais jaloux de se dire ça nous arrivera jamais en France. Il n'y aura jamais ce tel niveau d'appui du politique sur les combattants de MMA. Mais non, parce que on sait que l'UFC c'est américain, on sait que ils font des choses, ils sont dans une sphère qui est différente de la nôtre, et cette thématique-là, nous on l'aura jamais. Moi, ce qui me chagrine et ce qui pourrait me rendre jaloux, effectivement, c'est par contre l'implication. Tu vois, on sait que notre président s'est fendu d'un tweet, un malheureux tweet il y a presque années maintenant, avec Benoît, et derrière ça, rien. Nos politiques, même s'il faut quand même remercier les ministres des Sports qui sont remontés les manches, qui sont intéressés. Je vais écorcher son nom, je suis vraiment désolé. Amélie, et je dirais pas le nom de famille parce que par manque de respect, qui est venue, qui s'est déplacée à l'UFC Paris, qui a regardé. Ou Eda Castera. Et voilà. Et tu vois, à côté de ça, il n'y a aucune considération pour les athlètes. Et je trouve juste ça qui est malheureux. Parce qu'on parle de tous les sports, mais le MMA, on dirait des fois que c'est un demi-sport, tu vois. Et je trouve ça c'est ennuyeux, par contre. Est-ce que tu as le moindre doute, et tu n'étais pas loin de le vivre il y a quelques semaines, que le jour où on aura la ceinture, ça va accourir pour un... Il y a toujours de la récup politique qui essaie d'être faite, mais non, je pense que tu verras, en fonction de la personne qui gagne, ça va pas. Je pense pas que ça se bousculera au portillon, moi. Pas du tout. En tout cas, on verra bien, mais c'était marrant de pouvoir faire cool. ces matchmakers sur cette UFC White House. Donc, vous avez compris maintenant que Aldric sera un matchmaker normal. Raisonnable. Et voilà, et que moi, je serai un matchmaker complètement si ouf. vous êtes investisseur, Herbinet, lui donne non, pas il le faut carnet pas de chèque, il va le flamber. Hein. Il faut pas me donner ça. Je t'ai mis tout le budget de fighter de l'UFC sur une date, le 4 juillet 2026. Voilà. Quand on a hâte de voir ça, on a hâte de voir si ça se fera vraiment. On a dit que tous les deux, on y croyait et qu'on pense que ça se fera. Ouais. Et si c'est le cas, peu importe la carte qu'il y a, peu importe si ça ressemble à ce qu'on vient de dire là, ce sera un événement. Ce sera un événement et ce sera particulier. Et forcément, on le suivra tous avec beaucoup d'intérêt, cette UFC Maison Blanche. Merci Aldric. On se retrouve dès lundi pour Aldric NRB. Pas lundi, excuse-moi, mais j'en profite. Ce sera mardi, puisque lundi est un jour férié. Donc, on enregistrera mardi pour le coup. Et vous aurez votre Aldric NRB mardi 15 juillet. Et puis, on se retrouvera aussi pour un Jab Culture comme chaque semaine. Ciao, ciao Aldric. Ciao à tous et à très vite sur Jab Life.